L'Afrique de l'Ouest traverse des situations assez compliquées et qui de mieux pour parler de cette situation que Gilles Yaby, fondateur du think tank Wati. Gilles Yaby, bienvenue encore une fois sur ce plateau. Merci. Au vu du contexte économique, peut-on dire qu'actuellement, la crise que subit l'Afrique de l'Est n'est pas seulement une crise qui concerne les pays du Sahel, mais la CEDEAO dans son ensemble? Je crois que l'Afrique de l'Ouest traverse effectivement aujourd'hui une crise très importante sur le plan sécuritaire, sur le plan politique principalement. Mais évidemment, lorsqu'on a une crise et de graves difficultés sur ces deux plans, cela induit aussi forcément en réalité des difficultés sur le plan économique et social et donc sur tous les autres plans. Ce n'est pas une crise qui se limite de mon point de vue au Sahel, parce que le regard que je porte sur la région, c'est aussi un peu un regard sur la durée. Avant de créer Wati, j'ai travaillé pendant plusieurs années pour une institution non gouvernementale d'analyse de conflits armés, International Crisis Group, et je travaillais notamment sur l'Afrique de l'Ouest. Et entre le moment où j'ai commencé à travailler sur ces questions de paix et de sécurité aujourd'hui, ce que j'observe, c'est effectivement une détérioration très importante de la situation sécuritaire dans un nombre croissant de pays de la région. Donc non seulement la crise au Mali, la crise contemporaine, c'est 2012, on est en 2026. Ça fait 14 ans. Ceux qui ne suivent pas depuis longtemps perdent de vue que c'est une crise qui s'inscrit déjà dans la durée et que la situation se détériore. Ça veut dire qu'on pourrait tout à fait perdre 20, 30 ans en réalité au niveau du Mali. Et c'est une crise qui s'est étendue à l'environnement immédiat puisqu'on est passé du nord du Mali au centre et ensuite vers les zones frontalières avec le Niger, avec le Burkina Faso. Et on a une situation aujourd'hui qui est aussi dramatique au Burkina Faso, par exemple, qu'au Mali. Le Burkina Faso, depuis quelques années, était même parmi les pays les plus touchés par le terrorisme dans le monde. Il était numéro 1 il y a 2 ans, et maintenant il est numéro 2 dans les classements officiels lorsqu'on considère les victimes du terrorisme. Et vous avez 4 ou 5 pays d'Afrique de l'Ouest qui font partie des 10 pays les plus touchés par le terrorisme. Vous avez les 3 du Sahel central, mais vous avez aussi le Nigeria qui est dans cette liste depuis de nombreuses années. Et vous avez de nouveaux pays, des pays côtiers d'Afrique de l'Ouest, comme le Bénin, comme le Togo, qui apparaissent de plus en plus dans ces classements depuis 3-4 ans, alors qu'ils n'étaient absolument pas présents parce qu'il n'y avait jamais eu en réalité d'actes terroristes, par exemple, dans un pays comme le Bénin. Donc, ça veut dire que vous avez une détérioration dans la durée, mais vous avez aussi une extension géographique, en fait, des zones d'insécurité et une extension des zones où vous avez aujourd'hui des groupes armés irréguliers, que ce soit des milices, que ce soit des groupes qui se revendiquent djihadistes, que ce soit des groupes indépendantistes. Vous avez aujourd'hui un certain nombre de bandes armées dans nos pays d'Afrique de l'Ouest. Et à nouveau, au-delà du Sahel, on a déjà des pays côtiers, Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, Ghana, qui sont directement touchés. Et on a un pays, le Sénégal, qui est quand même voisin immédiat du Mali, il ne faut pas l'oublier. Et lorsque vous avez une progression des groupes de l'autre côté de la frontière, quand ça se rapproche de votre frontière, un pays qui a un voisin qui est en insécurité, il doit considérer qu'il est lui-même automatiquement menacé, il doit être particulièrement vigilant. Et justement, ce qui me pousse à vous poser la question suivante, c'est aujourd'hui, comment analysez-vous l'usage du concept de souveraineté par certains régimes de transition et où se situe la frontière entre souveraineté affirmée et isolement diplomatique? Oui, alors, on retrouve aujourd'hui systématiquement le thème de souveraineté, d'ailleurs pas seulement dans les pays du Sahel, on le retrouve un peu partout sur le continent et en particulier, je dirais, en Afrique francophone et en Afrique de l'Ouest. Je pense que c'est d'ailleurs intéressant parce que dans d'autres parties du continent, on parlait du Kenya tout à l'heure, de l'Afrique de l'Est, si vous allez en Afrique australe aussi, on ne parle pas beaucoup de souveraineté, pas parce que ce n'est pas important, mais parce qu'ils considèrent que, dans leur tête, ils considèrent qu'ils sont déjà libres et qu'ils font des choix et que même lorsqu'ils s'allient avec des partenaires, ben c'est un choix qui est fait et c'est un choix qui est pragmatique. Mais c'est vrai que dans notre partie du continent, cette revendication de souveraineté, elle est très forte. Je pense qu'elle est légitime parce qu'il y a un changement générationnel et c'est le cours naturel de l'histoire de mon point de vue qu'au Sénégal, qu'en Côte d'Ivoire, qu'au Mali, qu'au Niger, les jeunes aient envie de relations qui soient aujourd'hui des relations qui ne soient plus marquées par l'héritage colonial et que ce soit des relations où on a le sentiment qu'on fait nos propres choix. Mais dans le contexte notamment des pays qui sont en insécurité, comme les pays du Sahel,
c'est très bien de vouloir être souverain, mais à nouveau, lorsqu'on est dans des situations les plus difficiles, ce n'est pas tout à fait le meilleur moment en réalité pour, en tout cas, mettre l'accent seulement sur le discours sur la souveraineté. La souveraineté, ça se construit. Et à nouveau, lorsque vous ne contrôlez déjà plus votre territoire, lorsque vous avez des forces de sécurité qui sont en grande difficulté, vous avez besoin de soutien. Vous avez besoin de garder, de cultiver des alliances avec les pays voisins, mais aussi avec des puissances qui peuvent vous faire du bien, mais qui peuvent vous faire aussi beaucoup de mal si vous les affrontez directement. Donc c'est de ce point de vue-là que je pense que le discours sur la souveraineté, à nouveau, il est légitime, mais lorsqu'on fait face à des situations extrêmement difficiles, comme celles auxquelles font face les pays du Sahel, avec des conséquences pour l'ensemble de la région, on ne peut pas à nouveau aujourd'hui se contenter de parler de souveraineté. On doit regarder la réalité en face et rechercher des solutions qui permettent d'éviter la poursuite de cette dégradation de la situation sécuritaire. Parfois, des personnes ont le sentiment que je suis un peu alarmiste lorsque je parle de la situation dans la région, mais à nouveau, ce qu'on ne voit pas, c'est que ce qui est en train de se passer au Mali, les scénarios qu'on voit venir, ces scénarios peuvent être catastrophiques pour l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. C'est un scénario de fragmentation durable d'un pays de la région ou de plusieurs pays de la région, et ça induit nécessairement de l'instabilité dans tous les autres pays, y compris ceux qui font des progrès sur le plan économique. Tout cela peut être stoppé par une dégradation sécuritaire. À quoi devrait ressembler concrètement aujourd'hui une solution africaine crédible, ancrée dans les réalités locales? Alors, ce que je dis moi souvent, c'est que oui, il faut des solutions africaines ancrées dans la réalité locale, mais il faut d'abord des solutions qui marchent, des solutions qui permettent de répondre aux défis. Qu'elles soient africaines ou pas d'ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que d'abord, lorsqu'on est en face d'une menace aussi importante que celle d'un effondrement sécuritaire ou d'un effondrement de l'ordre politique, pour moi, il faut des solutions qui permettent d'éviter à nouveau les scénarios du pire. Qu'elles soient africaines ou pas, que ce soit des solutions. Bon. Alors évidemment, puisque ce sont des situations qui concernent des pays africains, il est évident de toute façon que ces solutions seront en grande partie africaines parce qu'elles ne peuvent qu'émaner des populations des pays concernés et émaner aussi des pays voisins qui sont concernés, comme je viens de l'expliquer. Et donc, oui, il faut des solutions aujourd'hui à la crise au Sahel, mais il faut reconnaître que parce qu'on a fait chaque fois qu'on avait la possibilité de faire peut-être des choix différents, on a fait, je crois, les mauvais choix. Donc, les options sont de plus en plus limitées. Quand, sur une quinzaine d'années, vous avez des moments où vous pouvez faire des choix politiques qui vont réduire les risques. Si vous ne faites pas les bons choix, en fait, vous aggravez la situation et vous vous enfermez de plus en plus dans une forme d'impasse. Et donc, on n'a plus aujourd'hui toutes les solutions qu'on avait même il y a 5 ans. Donc, ça va être très difficile. Pour le Mali et pour les pays du Sahel, je pense qu'il y a au moins 2 urgences. La première, c'est le fait d'essayer de former un nouveau bloc politique, c'est-à-dire de faire en sorte que face à ces menaces-là, on puisse avoir toutes les forces vives de ces pays qui puissent discuter. Et cela suppose que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, parce qu'ils ont quand même la force militaire, qu'ils acceptent d'écouter au moins les autres voix. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc il faut qu'il y ait une évolution de ce point de vue-là. Parce que s'il n'y a pas d'évolution de ce point de vue-là, en fait, on reste toujours dans une logique un peu d'enfermement. Et ce groupe-là, même au sein de l'armée, par exemple, tout le monde n'est pas d'accord avec les orientations qui sont prises par ceux qui sont au pouvoir. Donc il faut absolument qu'il y ait de l'ouverture pour qu'on puisse avoir un bloc politique qui soutienne aussi, bien sûr, un bloc militaire. Il ne faut pas que les armées s'effondrent, évidemment, mais il faut, je pense, sortir à nouveau des orientations de ces dernières années qui, concrètement, se traduisent quand même par beaucoup de personnes en prison, beaucoup d'acteurs civils et de militaires en prison, et beaucoup dans la diaspora, et aucune possibilité, à nouveau, de s'entendre sur un socle commun pour sortir de la crise. L'autre urgence, c'est la collaboration avec les pays voisins, avec la région. Comme vous le savez, ces 3 pays sont sortis de la CEDEAO. Pour moi, c'est une fragmentation régionale qui ne fait que nous affaiblir collectivement. À défaut de les faire revenir, je ne pense pas que ce soit imaginable à court terme. Je pense qu'il faut absolument
urgemment travailler à ce qui est de la coopération au moins sécuritaire qui permette à nouveau de se protéger collectivement face à une menace qui est une menace elle-même à nouveau collective, l'Afrique de l'Ouest. Ça suppose vraiment de comprendre que la diversité peut être une richesse et à condition qu'on respecte à nouveau chacun des groupes ethnoculturels du pays. La diversité